Radio France Internationale, il est midi à Port-au-Prince, 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 6 juin. Au sommaire de ce journal en français facile, la guerre en Ukraine. La Russie a bombardé massivement plusieurs régions de l'Ukraine, dont la capitale Kiev. Au moins 4 morts. Aux États-Unis, le divorce est consommé entre Donald Trump et Elon Musk, nous explique dans un instant Nathanaël Vitran. Et puis nous parlerons de tennis en attendant la demi-finale entre Sinner et Djokovic. À Roland-Garros, Carlos Alcaraz file en finale grâce à l'abandon au 4e set de son adversaire, Lorenzo Musetti. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Au moins 4 morts et des dizaines de blessés à la suite de frappes russes. C'était la nuit dernière sur le territoire ukrainien, notamment à Kiev, la capitale du pays. Ces frappes interviennent alors que les négociations de paix sont dans l'impasse entre les deux pays. Vladimir Poutine avait déclaré que la Russie répondrait aux frappes menées par l'Ukraine contre des aérodromes russes dimanche dernier. Lila Olkinuara, bonjour. Bonjour Adrien. La riposte russe ne s'est pas fait attendre. Plus de 400 drones et 40 missiles russes dans le ciel ukrainien dans la nuit de jeudi à vendredi. Des frappes signalées dans la capitale et dans d'autres régions de l'ouest du pays, loin du front. Une attaque massive. Les autorités russes ont confirmé avoir mené l'offensive de cette nuit en riposte aux récentes attaques de Kiev, qualifiées de terroristes. Elles déclarent toutefois n'avoir ciblé que des sites militaires. Lila, c'est aussi ce qu'on appelle une guerre des récits. Oui, ce matin, le porte-parole du Kremlin a qualifié le conflit ukrainien d'existentiel pour Moscou. L'Ukraine, elle, appelle à renforcer les sanctions contre la Russie pour augmenter le coût de la guerre pour l'agresseur. Et sur le réseau social Telegram, le président Volodymyr Zelensky l'assure, c'est le moment où l'Amérique, l'Europe et le monde peuvent arrêter ensemble cette guerre en faisant pression sur la Russie. Parallèlement, l'armée ukrainienne a affirmé avoir bombardé pendant la nuit 2 autres aérodromes en Russie, dans 2 régions au sud de Moscou. Quant aux pourparlers, aux négociations de paix relancées ces derniers mois par le président américain Donald Trump, vous l'avez dit Adrien, elles semblent pour l'instant dans l'impasse. Lila Olkinuara, dans votre journal en français facile. Au Proche-Orient, le président libanais Joseph Aoun dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu, un non-respect évident. Hier soir, Beyrouth, la capitale libanaise, a été bombardée par l'armée israélienne. Israël menace encore aujourd'hui de continuer à viser Beyrouth si le Hezbollah n'est pas désarmé par le gouvernement libanais. Le journal en français facile. Direction les États-Unis, c'est ce qu'on appelle laver son linge sale en public. Donald Trump et Elon Musk s'écharpent, se disputent, s'insultent par réseaux sociaux interposés. Le président américain et l'homme le plus riche du monde étaient pourtant les meilleurs amis au moment de l'élection de Donald Trump. 4 mois plus tard, c'en est fini. C'est un désaccord entre les 2 hommes sur le budget américain qui aurait été le détonateur de cette rupture. Donald Trump a même menacé de mettre fin aux nombreux contrats qui lient l'État fédéral aux entreprises d'Elon Musk. Nous allons voir tout cela avec vous, Nathanaël Vitran. Bonjour. Bonjour Adrien. Cela pourrait coûter cher, très cher au patron de Tesla. Et oui, en se disputant publiquement avec le président de la première économie du monde, Elon Musk a fait peur aux investisseurs. L'action en bourse de Tesla s'est effondrée. Elle a perdu 14% hier jeudi. C'est la plus forte baisse de son histoire, même si depuis, l'action est un petit peu remontée. Donald Trump n'a jamais caché que les voitures électriques ne l'intéressaient pas. Mais maintenant qu'il est fâché avec Elon Musk, son gouvernement pourrait prendre des mesures, des politiques défavorables à Tesla. Et ce n'est pas le seul levier à la disposition de Donald Trump pour faire pression sur Elon Musk. Non, le journal Le Washington Post avait fait le calcul il y a quelques mois. Si on cumule les aides, les subventions, les commandes publiques,
En 20 ans, les entreprises d'Elon Musk ont bénéficié de 38 milliards de dollars d'argent public. Je vous donne un exemple. SpaceX, qui fabrique des fusées pour aller dans l'espace. Cette entreprise d'Elon Musk a plusieurs contrats avec des agences américaines, la NASA ou encore le ministère de la Défense. Et ces contrats représentent 22 milliards de dollars. C'est un quart des revenus de SpaceX en 2024. Alors il faut tout de même nuancer, la dépendance est réciproque. Les programmes spatiaux américains auraient du mal aujourd'hui à se passer complètement des services d'Elon Musk du jour au lendemain. D'une manière ou d'une autre, les anciens amis vont donc devoir encore cohabiter un petit peu. Merci Nathanaël. Nathanaël Vitran dans votre journal en français facile. Il est 18h05 à Paris. La France qui tente de réparer ses erreurs. Hier, l'Assemblée nationale française a voté pour étudier un processus de réparation dit de la double dette imposée à Haïti il y a 200 ans. Sous la menace d'une nouvelle guerre, à l'époque, le roi Charles X avait imposé aux nouvelles autorités haïtiennes des dédommagements aux anciens propriétaires de terres et d'esclaves. Haïti a dû pour cela lourdement s'endetter auprès des banques françaises. Hier, la députée française Béatrice Bellé du groupe socialiste a défendu ce texte à la tribune de l'Assemblée nationale. Marie Casadebé. À la tribune se succèdent des élus de tous bords ou presque pour souligner la violence de cette double dette qui, selon le député Horizon Pierre Henriet, est l'un des paradoxes les plus douloureux de l'histoire. Celui d'un peuple d'esclaves affranchis qui a dû payer une indemnité exorbitante à ses anciens maîtres pour être reconnu comme nation souveraine. Une dette qu'Haïti n'a fini de rembourser qu'en 1952 pour Gabriel Catala de la France Insoumise. La France est donc clairement responsable de la situation économique actuelle du pays. Sans la double dette, les économistes ont calculé qu'Haïti aurait le même PIB que sa sœur, sa voisine, la République dominicaine. Cela signifie que la France coloniale a contribué à diviser par 6 le PIB d'Haïti. Seule voix discordante, celle du Rassemblement national qui votera contre cette résolution. Aymeric Salmon est l'un de ses élus. Cette revendication soulève des risques de précédents dangereux. D'autres nations pourraient exiger réparation pour des faits historiques similaires, menaçant l'équilibre diplomatique et économique mondial. Ce texte largement adopté invite le gouvernement à prendre en considération les demandes de remboursement haïtiennes. La majorité des députés ont malgré tout écarté l'idée d'un chèque en blanc et ils plaident davantage pour un accompagnement des institutions du pays. Marie Casadebé, ce drame en France, un incendie dans une tour HLM, une habitation à loyer modéré qui a fait 4 morts à Reims dans l'est du pays. L'origine du sinistre est très probablement accidentelle, précisent les autorités. L'actualité en France et cette question, savez-vous quel est l'âge du plus jeune candidat au baccalauréat ? Eh bien, c'est un nouveau record dans l'histoire du pays et dans l'histoire de cet examen. Les épreuves vont débuter dans 10 jours. Cet élève, inscrit, comme on dit, en candidat libre, est seulement âgé de 8 ans. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas souhaité dévoiler davantage d'informations sur l'identité de ce candidat ou de cette candidate pour le ou la laisser tranquille avant le début de l'examen. Sachez par ailleurs que le postulant inscrit au baccalauréat qui débutera le 16 juin prochain, eh bien le plus âgé, à lui de son côté, 78 ans. Un dernier mot de sport et de tennis à Roland-Garros. Carlos Alcaraz, le tenant du titre, file en finale de ce tournoi du Grand Chelem sur terre battue grâce à l'abandon au 4e set de son adversaire Lorenzo Musetti. Alors, qui affrontera l'Espagnol dimanche prochain pour espérer soulever le trophée ? Soit Sinner, soit Djokovic. C'est l'autre choc des demi-finales. Un match qui débutera dans 1 heure. Ainsi se referme ce journal en français facile, comme tous les jours, calé entre 2 émissions, le Pont des Arts, Radio Foot International, en l'occurrence ce soir vendredi, le Café des Sports à suivre avec Olivier Pron. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous voulez sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.
À la semaine prochaine pour de nouvelles éditions.